Moi, je voulais Merci, vous poser une monsieur question. Je voulais vous Khalid. poser une question à vous trois avant qu'on ne passe à d'autres Oui, questions. Vous avez parlé de M. Gaïno et M. Ndian, et vous avez effleuré. Vous parlez de qu'il puisse avoir une synergie, et qu'il puisse avoir un rapprochement des pays africains. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, mais je vais revenir sur ça. Je vous l'ai dit, je crois, il y a quelques semaines, on m'avait posé la question, quelle est la tenue officielle de certains pays africains comme le Congo? Au Mali, on sait que c'est le boubou pour les hommes et les femmes. oui, Mais il y a des pays comme le Congo ou même exactement. d'autres pays, on ne sait pas quelles sont les tenues officielles. Alors, vous avez vu l'arrivée de Macron, vous avez vu l'arrivée de M. Lavrov. Macron a été reçu en français. Lavrov a même été reçu au Congo en russe. On a vu les cadres parler Oui. russe. Les Africains n'ont pas eux-mêmes ce souci, comme vous dites, de pouvoir faire en sorte qu'ils communiquent dans leur propre langue, que l'Union africaine, par exemple, reconnaisse 2, 3, 4 langues pour pouvoir communiquer. On est là condamné à parler en français, en anglais, en allemand, en chinois, en espagnol. Monsieur Koné, vous qui êtes... Oui, Mais oui. je, Donc, Monsieur Koné, s'il vous plaît, je, monsieur Gaïno, après monsieur oui, Gaïno. Monsieur Koné. oui. Donc, je pense que la langue, c'est important, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, l'Afrique, nous sommes dans un combat, nous ne sommes pas dans un combat parce qu'il y a nos intellectuels, nos littéraires et tout ce qui se travaille dans des questions de langue sont en train d'élaborer quelque chose qui est là. Donc, il y a les dialectes, il y a les langues nationales qui sont là. En dehors de ça, il y a le français, il y a l'espagnol, il y a tout ça. Mais ça ne freine pas en réalité le développement. Pour moi, c'est pas une langue qui va freiner le développement. Non, c'est les initiatives individuelles, collectives qui sont découragées ou qui sont complètement réorientées dans d'autres choses en réalité. Donc, je pense, pour moi, c'est pas la langue africaine. C'est intéressant d'avoir une langue. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une communauté de destin. Parce que c'est vrai qu'il y a un combat panafricain qui est là aujourd'hui. Mais malgré ça, il y a des frontières qui sont là. Chaque pays a ses dialectes, a ses réalités. Mais peut-être qu'il n'est pas complètement différent de l'autre, mais qu'il y a des différences. Il y a des différences qui sont là en réalité. Donc, nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires. Donc, je pense que essayer d'aller sur un combat de langue pour dire qu'il faudra que ça s'assume dans nos institutions africaines, l'Union africaine, tout ça. Aujourd'hui, ça, c'est un combat une fois que nos pays sont sécurisés, une fois que nous allons créer un minimum de développement. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui viendront après. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Parce que déjà, pour pouvoir faire ces problèmes ce langue qu'on puisse créer comme langue universelle africaine, que ce soit les Swahili, que ce soit les Djoula ou j'en sais rien, absolument rien pour l'instant. Mais pour l'instant, nous avons plus besoin d'unité. Créons d'abord de l'unité sous-régionale, de l'unité de voisinage entre les pays. Et puis, à partir de là, qu'on développe et qu'on crée du développement. Une fois qu'on a ce développement, bien sûr, d'intégration, ça a tendance à aller vers ça, à l'unicité, à l'universalité. C'est ça, c'est tout le plus important. Donc, pour moi, les langages, qu'elles soient espagnol, français, anglais, c'est pas un frein au développement. En réalité, c'est une chance. Au contraire, qu'on a nos dialectes, qu'on parle aussi dans ces langues internationales. C'est pas ça qui fait la force d'un pays ou la puissance d'un pays en réalité. Merci. Monsieur Gaïno, vous vouliez intervenir? oui, je voulais bien dire que dans les années 60, les pays africains avaient commencé à réfléchir sur l'utilisation de certaines langues, les officialiser et les écrire. C'est vrai que la langue, c'est aussi un moyen que le colon a utilisé pour nous avoir, parce qu'il fallait, pour nous dominer, il fallait utiliser sa langue. Donc, depuis lors, nous utilisons le français, l'anglais et certains pays même l'espagnol. Mais comme a dit M. Koné, ce n'est pas l'essentiel. Nous pouvons utiliser leur langue, être véritablement indépendants. On a vu l'Inde utilise l'anglais, le Brésil utilise l'espagnol, Le portugais. et aussi l'arabe, tout ça. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a commencé même avec le Wolof. On commence, je crois, à enseigner en Wolof. Donc, ça veut dire que l'essentiel pour nous, c'est comment faire. Il faut d'abord créer, comme disait M. Koné, là, j'appuie vraiment ce qu'il a dit, créer cette synergie, faire que les gens puissent découvrir l'Afrique en travaillant les routes, en permettant aux uns aux autres de se mouvoir pour aller voir ce qui se passe, par exemple, au Mali et importer ce qui se passe au Mali, par exemple, au Congo. Voilà, c'est d'abord ça qui nous manque, parce que, regardez aujourd'hui, le Lingala est parlé presque en Afrique centrale. Mais si on avait des routes, vous allez voir que les gens allaient beaucoup plus parler du Lingala, puisque les gens se déplacent facilement. Mais nous avions un travail qui est à faire, c'est-à-dire que les moyens de communication terrestres qui nous manquent, les avions, regardez même les vols entre nos États, c'est très difficile, très compliqué.
alors qu'on devrait avoir des vols pour aller au Cameroun, pour aller au Mali, j'ai pas besoin de passer par la France ou par passer par d'autres pays. Donc, il y a encore un travail qui est à faire, le travail qui consiste à voir d'abord quels sont les facteurs de développement. Et parmi les facteurs de développement, il faut intégrer les moyens de communication. C'est très important. Donc, si les peuples peuvent se communiquer, les peuples peuvent échanger leurs expériences, vous allez voir même que l'apprentissage de langue, ça va aller très facilement. Moi, j'ai vu des jeunes, quand j'étais au Sénégal, j'ai pris un taxi, et j'étais à côté d'une jeune française qui parlait wolof avec sa copine. Et moi, je regardais, je dis, oh là, c'est bien ça. Donc, vous voyez que les langues s'apprennent facilement. Maintenant, après, on peut voir comment adapter l'écriture, par exemple, le lingala, comment adapter l'écriture, bon, en utilisant. Donc, c'est pas comme ça. C'est quand même important d'en parler. D'accord. On va écouter M. Ndion. Moi, j'aimerais compléter M. Gaïno et M. Kone. Moi, je voulais avant que vous complétiez, dans une autre dimension. Avant que vous nous complétiez, je voulais savoir quand même que parler les langues nationales, ou comme dit M. Kone, des dialectes, au Congo, on a 2 langues nationales qui sont le lingala et le mounouktouba. C'est quand même aussi un socle d'unité et puis une fierté nationale. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que notre problème, nous le savons, c'est un problème d'aliénation dans toute l'Afrique en général. Une aliénation qui est linguistique, une aliénation qui est vestimentaire, parce que mes 2 collègues n'ont pas abordé l'aspect vestimentaire, j'y reviendrai là-dessus. Une aliénation mentale en général. Nous avions toujours vis-à-vis du blanc, des occidentaux, un complexe d'infériorité. Bien sûr, ils nous ont colonisés. Ils nous ont formatés intellectuellement de telle sorte que nous sommes convaincus que nos langues, non, leurs outils de communication, le français, l'anglais, l'espagnol, les consorts, sont considérés comme des langues, alors que nous, le wolof, le swahili, le mounouktouba, le lingala, les consorts, ne sont pas considérés comme des langues, mais plutôt comme des dialectes. Pourquoi? Donc nous devons arriver à un moment où nous prenons de la hauteur intellectuelle pour dire que non, une langue reste une langue. Quand on lui donne le nom de dialecte, ça c'est péjoratif ça. Une langue reste une langue. Ça c'est de 1. Maintenant de 2, ce n'est pas un frein au développement. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, je rejoins M. Gaïno et M. Kone pour dire que pour l'instant, c'est pas prioritaire. Mais ça viendra automatiquement. Pourquoi je le dis? M. Gaïno, souffrez une minute pour écouter mon argumentaire. Lorsque vous pesez économiquement, lorsque vous pesez commercialement, lorsque vous pesez militairement, eh bien, lorsque vous recevez un chef d'État africain, reçoit un chef d'État européen, eh bien, cela va de soi. Chaque chef d'État parlera dans sa langue. Lorsque M. Emmanuel Macron va en Russie rencontrer Vladimir Poutine, ça ne se pose même pas une seule seconde dans quelle langue on va parler. M. Poutine parlera dans sa langue, le russe. Et Emmanuel Macron parle aussi dans sa langue. Personne ne va imposer à l'autre de parler dans la langue de l'autre. Non, vous avez les écouteurs, vous avez les traducteurs, point barre. Donc, vous avez des traducteurs, vous avez des convertisseurs, vous mettez à l'oreillette, ça traduit votre langue dans la langue de l'autre, vice-versa. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, il y a des interprètes qui sont à côté de M. Vladimir Poutine, à côté de M. Emmanuel Macron, de telle sorte qu'on peut traduire à l'autre. Voilà. Lorsqu'on parle avec les Chinois, comment on fait? Maintenant, revenons en Afrique. Prends seulement l'Afrique du Nord, s'il te plaît. Eh bien, parfois, ils parlent. Si vous prenez l'Algérie, le Maroc, et tout, ben, s'ils veulent parler français, ils parlent. Hein. Mais s'ils veulent parler arabe, ils parlent. Et à ce moment-là, on vous donne des traducteurs, on vous donne des... Voilà. Donc, ça va s'imposer automatiquement. Le poids économique, le poids technologique, le poids militaire se fera respecter. Aux Nations Unies, comment ça se passe, M. Caïs, lorsque tous les chefs d'État vont là-bas? Personne ne parle dans la langue de l'autre, chacun parle dans sa langue. Donc, tôt ou tard, on arrivera au Congo, eh bien, à parler, à faire du lingala, une langue d'enseignement et d'administration aussi, que ce ne soit pas que le français. On commencera aussi à emboîter le pas au Sénégal, à donner un enseignement des mathématiques, de l'histoire, de la géographie en langue lingala, en langue kitouba, ainsi de suite. Il y en a même des autres langues, le bambara, le swahili, etc., etc. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, je voudrais aborder la partie vestimentaire. Ça rentre dans ce que je venais de dire tout à l'heure, le complexe.
d'infériorité, d'une part. Et d'autre part, le formatage intellectuel. Les Africains du centre, c'est pas M. Kone qui va me contredire, ni M. Gaïno, les Africains de l'Afrique centrale, l'Africain du centre, ils sont formatés à un niveau tel que, s'ils ne portent pas le costume, ils estiment qu'ils sont inférieurs à Emmanuel Macron, quoi. Ils sont inférieurs. Nous comptons, même au moindre détail, la chaussure, c'est la chaussure, la chaussette, c'est la chaussette, tout, depuis la chaussure jusqu'à la chaussette, en passant par le costume, le cravate, tout est européen, tout est occidental. Mais prenez nos frères africains de l'Afrique de l'Ouest. Non. Ils imposent leur identité culturelle, même du leur Nord, identité africaine. même du Nord, même l'Afrique anglophone. Même du Nord, voilà. Même anglophone, les Ghanéens, les Nigériens, on leur tenue. Voilà. Ils imposent leur tenue vestimentaire, ils imposent leur identité culturelle, leur identité vestimentaire. Nous, on a peur. Nous, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quand on arrive sur ce plan-là, non, on ne veut pas. J'ai beaucoup aimé un président, c'est là où je vais chuter, sur le plan vestimentaire. J'ai aimé un président, paix à son âme. Il s'appelait Mobutu. Il était en Afrique centrale comme nous, hein. Mais lui, il avait mis en place ce qu'on appelait l'authenticité. Il a créé un costume qui était mi-chemin entre le costume européen et la mode zaïroise, africaine, congolaise en particulier. Il avait mis en place ce qu'on appelle l'Abacoste. L'Abacoste représentait l'identité africaine, l'identité zaïroise, l'identité du Congo démocratique. Tous les ministres, ça s'appelait, on les appelait les commissaires d'État. Les sénateurs, ils avaient l'obligation, de la même manière que dans l'Afrique centrale, vous avez l'obligation de s'habiller en tenue de ville. Chez nous, tenue de ville, c'est costume, cravate. Et aussi, c'est la même chose, de s'habiller en Abacoste. C'est comme ça. Je me souviens très bien. Et vous allez voir, oui, vous allez voir que en Europe du Nord, c'est là où je vais terminer, M. Gaïno, en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest, ils ne sont aucunement complexés, aucunement gênés. Quand ils viennent rencontrer M. Emmanuel Macron, ils ont leur boubou malien, boubou sénégalais, leur boubou, et c'est du bazin, je pense. C'est propre, c'est bien, et voilà. Donc, il faut qu'on fasse aussi un effort pour en arriver là. Voilà pourquoi je disais notre solution, c'est lorsque l'Afrique sera réunie autour de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africain. Lorsqu'on va tout faire entre nous, ça n'exclut pas qu'on commerce aussi avec eux, mais entre nous, on aura notre propre indépendance. Mais aucun chef d'État ne peut, beaucoup de chefs d'État ont peur, ne veulent pas appuyer cette idée-là de la ZLECAf. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur sort sera scellé par rapport à ce qui s'est passé avec Idriss Déby le dernier. L'avant-dernier, c'était Kadhafi. Dès qu'un chef d'État parle fort et a des idées panafricanistes, des idées d'indépendance monétaire, d'indépendance économique, tout on l'élimine. Comme l'Africain en général est peureux. Voilà. M. Ndion, on va dire qu'il est prudent. Ils sont prudents. On va dire qu'ils sont prudents. Voilà. Moi, ce que je voulais faire remarquer, M. Ndion, M. Gaïno, s'il vous plaît, une minute. Ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'il a été aussi démontré que, sous le plan de vue alimentation, culture, il y a une grande influence de la colonisation. Les menus. C'est le formatage intellectuel. Oui, donc. Tout le formatage qui fait comme ça, on a l'impression que le pain est mieux que le manioc. On a l'impression que tout ce qui est européen est mieux que la tuberculose, est mieux que les produits africains. Or, nos produits africains sont bio. Nos parents, ils vivaient comment avant l'arrivée du blanc, mon frère? Ils vivaient comment? Ils vivaient de ces produits africains-là. On va laisser M. Gaïno et puis on passe à l'autre sujet. Voilà. M. Gaïno, et puis on passe à l'autre question qui est le Mali. Je voulais tout simplement. Ouais. Oui, merci. Je voudrais tout simplement dire que on peut dire le mode habillement, ce n'est même pas c'est ça vraiment le sujet de la colonisation. Plutôt, il faut savoir que surtout l'Africain de l'Afrique centrale a été colonisé jusqu'à d'autres, mais plus particulièrement dans certains pays où les autorités locales n'ont pas pu donner une certaine identité à leur population. Quand on voit, par exemple, je prends l'exemple du Congo que je connais, puisque c'est l'exemple le plus frappant, les anciens ministres congolais, quand ils ne sont plus, enfin, les personnalités politiques, quand elles ne sont plus au pouvoir, se préfèrent pour venir acheter les maisons en France, vivre en France, comme si la France est le pays où il fait mieux vivre. Alors, pendant ce temps, ils n'ont pas arrangé chez eux. Alors que franchement, les Africains qui vivent ici, quand ils vont en Afrique, ils se sentent beaucoup plus heureux, ils sont plus gais, ils retrouvent ce climat qu'ils ont aimé durant leur enfance.
Donc il faut savoir que ce que M. Dion vient de dire, ce n'est même pas l'habillement. Aujourd'hui, vous avez des Asiatiques qui portent aussi des vestes, des chemises, des choses comme ça. Et c'est tout simplement, il faut décoloniser l'Africain, surtout quand je parle africain, je vois surtout beaucoup plus en Afrique centrale, où nous avons tendance à croire que quand je mange le fromage, je suis supérieur à celui qui mange par exemple l'igname. Ou quand j'ai une maison en France, j'ai ma vie réussie parce que j'ai une maison en France. Alors que je vis au Congo, ils n'évaluent même pas les dépenses qu'ils font pour cette maison dans laquelle il ne vit pas, où il a placé une deuxième femme, un enfant, 2 enfants. Mais il y a beaucoup de choses à faire, monsieur Ndion. Donc, il faut d'abord commencer par là, parce qu'à l'époque, par là, je vais terminer, à l'époque de Marine Gwabi, il n'y avait aucun ministre qui avait une maison en France. Marine Gwabi n'avait pas de maison en France. Donc, ça aussi, ça dépend des leaders. Il faut donner un exemple. Le leader, c'est celui qui donne l'exemple, qui oriente son peuple, qui dit vers où on va aller, quels sont les objectifs visés. Il nous en manque, M. Dion. Et surtout, particulièrement le cas du Congo, c'est plus grave. Parce que quand je vois tous les anciens ministres ici, les femmes, les doubles femmes, les triples femmes, de tous ces ministres-là, de tous ceux qui tournent autour de la politique, ils sont tous ici, avec 2, 3, 4 maisons. Alors que, pourquoi les Français, les anciens ministres français, ne vont pas acheter des maisons au Congo? Parce qu'on ne développe pas le pays. Vous voyez? Donc il y a, je crois qu'en dehors des habits, pour moi ça c'est aléatoire, c'est rien ça. Mais c'est surtout, il faut vraiment décoloniser le Congolais. Il faut lui faire aimer son pays. L'Africain en général, l'Africain. L'Africain, mais particulièrement le Congolais. Parce que le Congolais... D'accord, M. Gaïno, on va passer à l'autre question. Merci beaucoup. On va passer à l'autre question qui est celle du Mali. Monsieur. Regardez le nombre de ministres. Oui. M. Gaïno, si vous pouvez terminer sur ce sujet-là. Oui, je termine en disant que M. Ndien était un responsable politique. Il faut savoir que... On se connaît aussi. Le peuple doit être... Voilà. Que le peuple doit être orienté. Que le peuple doit avoir un leader, un chef exemplaire qui montre le bon exemple. Quand le chef est mauvais, la population. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va passer au Mali. Il nous reste une autre question sur le Congo après. Mali, monsieur connaît. Le Mali expulse le représentant de la MINUSCO, je ne me trompe pas, parce qu'il aurait tenu des propos qui n'ont pas plu aux autorités, en tout cas quelque chose qui va à l'encontre. Et la MINUSCO, alors je ne sais pas comment on l'appelle en République démocratique du Congo. Là-bas, c'est le Mali qui est la MINISMA, c'est la MINUSCO au Congo. D'accord, Mali c'est MINISMA et MINUSCO au Congo. Au Congo, par contre, ça brûle. On brûle tout ce qui représente la MINUSCO. On ne veut plus la voir, on veut la voir partir parce qu'elle n'apporte que des problèmes plutôt que des solutions. Alors, vous dites que c'est le même combat. C'est pour ça qu'au Mali, vous expulsez vous aussi. Vous avez expulsé son représentant. Oui, merci M. Caïs pour cette question. L'expulsion du représentant de la MINUSMA au Mali s'est dit par rapport à son tweet, parce qu'il a tweeté une fois que les 49 militaires ont été arrêtés, que le gouvernement malien avait contacté les autorités ivoiriennes pour pouvoir éclaircir cette situation. Les autorités ivoiriennes avaient dit à l'époque que c'était pas des militaires ivoiriens. Donc par la suite, quand le Mali a décidé de les traiter comme des mercenaires, donc les autorités ivoiriennes ont confirmé que c'est des militaires ivoiriens et c'est le représentant, M. Salgado, le porte-parole de la MINUSMA au Mali, qui avait confirmé par un tweet que les autorités maliennes étaient au courant de cette information. Donc, alors que c'était pas le cas. Donc, c'est tout à fait normal et légitime que les autorités maliennes ont demandé un éclaircissement par rapport à cette situation et que M. Salgado, qui n'a pas été dans la capacité d'apporter les informations nécessaires sur ça. Et le Mali a décidé, les autorités de la transition lui ont demandé de faire une excuse publique ou de sortir pour démentir ce qu'il a dit. Donc, ça a été un refus pour lui. Donc, et le Mali s'est assumé, comme toujours. Donc, c'est la raison principale de l'expulsion du représentant, du porte-parole de la MINUSMA au Mali. Donc, je pense que cette expulsion, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal parce que c'est des mercenaires qui ont été appréhendés aujourd'hui, qu'on appelle des militaires des forces spéciales ivoiriennes, qui avaient été confirmés par un porte-parole du MINUSMA qui avait menti en réalité, parce que c'était du mensonge. Donc, il était incapable de prouver
Et c'est tout à fait légitime que les autorités maliennes l'expulsent. Et puis, cette MINUSMA, comme on l'a dit, quand il y a eu le vote de cette résolution aux Nations Unies, nous savons ce qui s'est passé. Donc, le Mali a demandé à ce que la MINUSMA, qui a certains éléments qui étaient dans la résolution, que le Mali estimait que c'était pas normal, que sur les questions des droits de l'homme, tout ça. Donc, en réalité, cette MINUSMA, elle a échoué au Mali comme la MONUSCO qui a échoué au Congo. Donc, nous pensons ce qui s'est passé au Congo, c'est un échec qui est là aujourd'hui. Parce que pendant plusieurs années, ça fait pratiquement plus de 15 ans ou 20 ans qu'ils sont là au Congo. Donc, ils ont estimé qu'ils ne sont pas la solution. Parce que les forces onusiennes, quand on les envoie dans les pays, en réalité, dans les résolutions, ce qui est dit et c'est l'application de ces résolutions, c'est complètement différent. Qui pose problème. Ça pose vraiment de vrais soucis en réalité. Parce que ils disent qu'ils viennent pour défendre tout ça, mais pour défendre qui en réalité? Qui contre qui? Donc, je pense que la manifestation au Congo pour demander le départ de la MONUSCO, c'est tout à fait légitime. Parce que quand on échoue, c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a un échec qui est constaté au niveau du Mali, c'est ce même échec qui est constaté au niveau du Congo. Même c'est même échec depuis la création des Nations Unies, les premières forces des casques bleus là, ils sont où? Ils sont installés entre Israël et la Palestine. Donc ça continue cette politique d'échec. Donc je pense que c'est normal, l'Afrique est dans un moment de réveil de conscience aujourd'hui. Donc je pense que c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal cette manifestation. C'est vrai qu'il y a des morts, on déplore toujours des morts, ça c'est évident. Donc une manifestation, on ne souhaite pas qu'il y ait des décès ou tout ça, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc, mais ça va pas arrêter ou empêcher la jeunesse africaine de revendiquer leur liberté. Leur liberté, ils nous demandent une chose, c'est de la sécurité, et que ceux qui viennent, qui disent qu'ils sont là pour nous aider, quand ils sont incapables de nous aider, et qu'on leur demande de dégager de notre pays, ça c'est pas compliqué quand même. Donc je pense que le Mali a tout à fait raison, a tout à fait légitimé l'expulsion du représentant du porte-parole de la MINUSMA au Mali. Parce qu'on estimait qu'il avait entravé à quelque chose. Donc, le Mali lui a donné sa chance de s'exprimer, de s'excuser. Donc, il l'a pas fait. Donc, c'est tout à fait légitime. Donc, nous sommes toujours aujourd'hui dans cette logique. On continue à s'assumer. Donc, c'est pas le porte-parole de la MINUSMA, une mission aujourd'hui qui est même contestée au Mali. Donc, bientôt, il y aura des manifestations. Il y a un mouvement qui s'appelle Yerewolo Debout, dont le leader est Ben Le Cerveau, qui est un député à l'Assemblée nationale. Ils ont demandé le départ de la MINUSMA. Il y a une grande manifestation qui est organisée le 5 août sur la place de l'Indépendance, normalement. Donc, je pense que la MINUSMA, en réalité, comme la MONUSCO, donc, tant qu'ils changent pas leur politique, tant qu'ils ne sont pas offensifs sur les questions de sécurité, sur les questions de terrorisme, donc ça n'a pas d'intérêt que ces organisations internationales continuent à rester chez nous pour encore déstabiliser, parce qu'ils s'enrichissent sur cette crise-là, en réalité. On va laisser M. Ndion intervenir. M. Ndion, excusez-moi, merci. M. Ndion, est-ce que les dirigeants africains, j'entends bien ce que dit Monsieur Koné, on entend aussi bien ce que disent les Africains, on voit comment ça brûle au Congo-Kinshasa. La question que tout le monde doit se poser, c'est on critique la MONUSCO, on critique la MINUSMA, on critique l'ONU, mais l'ONU a été appelée à l'aide par ces pays-là. C'est quand même l'échec de ces autorités-là, des autorités de ces pays-là, qui ont fait que l'ONU a envoyé des casques bleus. Oui, au départ, oui. Au départ, ce sont des accords internationaux qui ont fait en sorte que chaque pays africain était demandeur. Parce que membre de l'ONU, dans les accords, il est dit qu'il y a des accords militaires. Il est dit que quand vous avez un problème, vous pouvez faire appel. Au départ, oui. Donc ça veut dire que le problème il est profond et que c'est pas en peu de temps que l'ONU va régler le problème. Peut-être, c'est ce qu'ils pensent. Oui, ça c'est vrai. Le problème est profond, c'est vrai, il est même structurel, mais il reste un problème politique. Qu'est-ce que c'est un problème politique? Un problème politique est un problème qui peut être résolu par une décision politique. L'histoire montre, M. Caius, il n'y a aucun pays africain où l'ONU est intervenue à travers soit la MINUSMA, soit la MONUSCO, il y a eu solution. Il n'y en a pas. La plus grande délégation, la plus grande qui est restée le plus longtemps en Afrique, c'est bien la RDC, c'est bien la MONUSCO. Hein. Ça fait à peu près 40 ans, 42 ans exactement. 1980, s'il te plaît. Mais où est la solution? La Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Le fruit est mauvais. Le fruit est mauvais, je rappelle en passant pour nos auditeurs.
1 milliard de budget par jour, s'il te plaît. Et la MONUSCO en République démocratique du Congo a un budget supérieur à celui du budget de la République démocratique du Congo. Plus de 50 fois, s'il vous plaît, le budget de fonctionnement de la MONUSCO, puisque c'est voté par l'ONU. Et on voit que il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 40 ans, s'il vous plaît. 42 ans exactement. Deuxièmement, tu remarqueras, M. Gaïno, M. Koné, M. Caillou, chers auditeurs, auditrices, vous remarquerez que ce n'est pas le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a fait sortir le peuple de la rue. Non, c'est le peuple de façon autonome. Ce sont les jeunes de façon autonome, de façon indépendante, seul comme un seul homme qui s'est mis debout pour dire que trop, c'est trop. Comme l'État, comme les forces armées congolaises, la FAC, ne peut pas faire face, eh bien nous, le peuple, on va les booster dehors, on va demander plus simplement le départ de la MONUSCO hors de la République démocratique du Congo. C'est le peuple. Bien sûr, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Il y a un mort, il y a deux morts, mais c'est comme ça. Combien de millions, s'il vous plaît, de morts il y a eu en RDC depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, par rapport aux pertes humaines de la MONUSCO, qu'il y ait un militaire, deux militaires de l'ONU qui sont morts. Est-ce qu'on peut les comparer avec les millions de morts de femmes violées, de femmes tuées, des gens des Aïrois, enfin des Congolais de la RDC, depuis que les conflits ont commencé jusqu'à aujourd'hui? Donc, s'il vous plaît, moi je pense que le peuple congolais a tout à fait raison de se soulever et de demander le départ de la MONUSCO parce que on reconnaît l'arbre par son fruit, on se rend compte que le résultat de la présence des Nations Unies, le résultat de la présence de la MONUSCO en RDC est un fiasco. Au contraire, ça ne fait que creuser la dépendance de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'ONU. Maintenant que son Excellence le président Félix Tshisekedi semble prendre ses responsabilités, puisqu'apparemment il y a une réorganisation des FAC, des forces armées congolaises, et qui sont maintenant bien rémunérées, bien organisées, bien structurées. Il y a un peu de logistique. Eh bien, ils sont en train de faire du bon boulot dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ce qui permet à Félix Tshisekedi de parler les yeux dans les yeux vis-à-vis du président Paul Kagame, les yeux dans les yeux vis-à-vis du Burundais, les yeux dans les yeux au niveau des Nations Unies. Voilà. Merci. Monsieur Gaïno, aujourd'hui, on remet en cause les accords qui ont été signés par les prédécesseurs. La continuité de l'État doit pouvoir continuer, pouvoir exister. Et comme dit M. Ndion, la RDC dit désormais, il y a un embargo militaire, il y a un embargo d'armement. Je ne pense pas que l'État de RDC peut équiper les militaires comme ça. Est-ce que vous pensez qu'en chassant la MONUSCO ou la MINUSMA, ces pays-là ne s'exposent pas à des intérêts qui sont bien cachés, mais surtout, on remplace par qui et par quoi? Voilà, là, c'est des très bonnes questions, M. Caïus, parce que dépendre de quelqu'un, c'est toujours dangereux. Vous voyez que l'Afrique, pour sa sécurité, aussi bien alimentaire que sa sécurité au quotidien, dépend de l'extérieur. Alors que depuis très longtemps, depuis qu'il y a eu les problèmes de Darfour, M. Kadhafi réclamait une force africaine qui peut résoudre les problèmes qui se passent entre les différents pays, comme aujourd'hui il y a l'OTAN. En Europe, regardez ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Ben, vous avez des pays qui ne voulaient pas adhérer à l'OTAN, aujourd'hui qui adhèrent à l'OTAN pour la sécurité. Et comme vous êtes tous membres de l'OTAN, ben, vous ne pouvez pas vous agresser. Donc l'Afrique a ce problème-là, c'est-à-dire que l'échec des autorités dont parle monsieur, disons bien sûr que nos autorités ont failli sur tous les plans, y compris le plan sécuritaire de nos propres pays. Il faut une force africaine capable de résoudre tous les problèmes, y compris les problèmes du terrorisme. Si nous mutualisons nos forces, nous sommes capables d'avoir aussi bien des armes que d'avoir une armée bien formée qui peut remettre de l'ordre là où les gens d'extérieur viennent troubler l'ordre. C'est tout. On n'a pas besoin de faire appel à l'ONU qui a échoué partout. M. Koné l'a dit.
qui a échoué en Israël, qui a échoué partout, pour venir nous imposer quoi, pour faire quoi. On a vu, nous avons vu nous-mêmes le cas de Centrafrique. On a vu ce qui s'est passé au Mali. Mais c'est forcément, je ne peux plus ramener la paix. Ce qui se passe au Congo démocratique. Nous tirons des leçons. Tirons des leçons. Plus jamais ça. Mais pour dire plus jamais ça, il faut mutualiser les forces. Et ce que j'appelle, moi, ce tonneau vide, qui est l'Union africaine. Ce tonneau vide-là qui n'a jamais pensé comment résoudre les conflits en Afrique. Et voilà tout notre problème. Je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Centrafrique, plus les djihadistes, tous les terroristes là, je crois que les responsables africains devraient réfléchir comment mettre fin à tout ça. Ce n'est que par l'unité, ce n'est qu'en créant une force africaine bien organisée, bien structurée, bien armée, que nous allons mettre fin à tout ceci. Sinon, nous allons voir les mercenaires qui viennent de partout pour perturber notre tranquillité, pour chercher aussi à nous piller, parce que quand on vient nous perturber comme ça, ils occupent les terrains et nous ne contrôlons plus ce qui se passe sur les partis qui s'occupent. Il y a un travail qui est à faire et je pense que les hommes politiques devraient prendre ce problème-là à cœur. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre? On passe au sujet du Congo. Excusez-moi. On peut passer, personne n'a ajouté Le Congo. D'accord. Alors on passe au Congo, qui est notre dernier thème. Le Congo, vous avez vu, vous avez, j'espère, entendu, on a la Fédération de football congolaise qui a mis de l'huile sur le feu, comme on dit, de l'eau dans l'huile, et qui fait brûler la marmite. Ils ont apparemment, dans leur, on va dire, dans les statuts de la FECOFOOT congolaise, ils ont des statuts qui excluent de toute participation à la direction de la fédération les binationaux. Et on a vu des anciens joueurs de la fédération monter au créneau et critiquer cet article ou ces articles qui excluent d'emblée les binationaux. Et la première remarque qui est ressortie de ce que disent les anciennes gloires, comme on dit, de l'équipe nationale de football du Congo, c'est nous sommes binationaux. Quand le pays a eu besoin de nous, nous sommes venus jouer. Aujourd'hui encore, nous avons des joueurs congolais binationaux qui jouent pour l'équipe nationale. Comment peut-on exclure les binationaux de la direction de l'équipe, de la fédération, mais accepter les binationaux qui jouent pour l'équipe? Alors cette espèce d'ambivalence ou cette espèce d'ambiguïté et qui peut créer une jurisprudence, c'est de voir, comme M. Ndiang, vous l'avez vu, j'espère aussi, tout le monde l'a vu, les Congolais sont parmi les seules nations aujourd'hui qui n'accordent pas le droit de vote, ou même de participation, ou de représentants dans certaines institutions des binationaux, de la diaspora. Le pays n'a besoin de la diaspora que pour, comment on va dire, accompagner ou se taire. On ne prend que ceux qui se taisent. Est-ce que ce n'est pas dangereux, ce débat, cette exclusion des binationaux dans la FECOFOOT? Ça peut faire boule de neige dans d'autres domaines au Congo. Monsieur Gaïno. Oui, mais vous savez, là, c'est vraiment, vous avez tout dit, hein. En même temps, vous avez donné la réponse. Puisque on veut exclure les binationaux, mais quand on a besoin d'eux, en ce moment-là, on fait appel à ces gens-là qui viennent jouer dans l'équipe nationale. Alors, moi, je ne comprends pas. Je pense que là, il s'agit d'un problème de poste. Si ce n'est pas un problème de poste, une loi ou un règlement, il se modifie. Lorsqu'on sent qu'il y a des évidences qui vous obligent à modifier cette loi-là. Comment voulez-vous? Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo a plus de joueurs à l'extérieur, enfin les bons joueurs, les bons éléments qu'on a dans beaucoup de pays, après qu'ils reviennent au pays. Alors pourquoi les exclure alors que ceux-là, ils ont aussi une expérience qu'ils peuvent apporter au pays? Regardez aujourd'hui à quel niveau se trouve notre sport. Pourquoi? Quelles en sont les raisons? Avant de prendre une mesure, il faut d'abord analyser et voir quelles sont les conséquences. Le sport au Congo, pourquoi il n'évolue pas? Regardez, aujourd'hui, vous avez quand même le Cameroun qui organise la Coupe Davis du tennis. Bon, vous avez les joueurs étrangers qui viennent jouer partout.
Vous avez le Gabon qui avait organisé aussi, comme le Rwanda, le vélo. Mais au Congo, on n'organise rien, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'initiative, parce qu'on ne veut pas utiliser les gens qui ont l'expérience. Moi, je crois que une loi ou un texte qui se modifie, c'est à eux de revoir ça. Et ce n'est pas, à mon avis, rentable pour le pays. Pour le pays. Voilà. Oui. Monsieur Ndian, vous voulez intervenir? Oui, justement, c'est-à-dire que cette loi, ce règlement ou ce statut, cette disposition est discriminatoire, hautement discriminatoire, parce que personne n'est plus congolais qu'un autre. Que tu sois congolais à 100% ou binational, nous sommes tous des Congolais. Avant demain de prendre des nationalités pour des raisons X, Y, on est d'abord des Congolais. Nous avons pour patrimoine commun le Congo. Nous avons eu des grands joueurs comme je pense que l'initiative est partie de Ndomba Géomètre. Ndomba le Géomètre, celui qui a fait la pluie et le beau temps du sport, du football congolais. Après, ça a été suivi par qui? Par Bamboula Mbemba, Jonas Tostao et tous les gros qui ont été des internationaux dans les Diables Rouges, qui sont et à la diaspora ici en France. Moi, j'ai suivi sur les réseaux sociaux leurs postes, et ceux qui sont même déjà rentrés au pays. Voilà, ils ont condamné avec force, avec énergie, que cette décision de la FECOFOOT, la Fédération congolaise de football, est une décision discriminatoire. Est une décision qui tire la fédération, qui tire le sport, notamment le football, vers le bas et non vers le haut. Mais la diversité, c'est quelque chose de bien. Avoir des Congolais qui habitent au Congo, des Congolais qui sont à la diaspora, une fois que nous avons un problème, eh bien, on mutualise nos efforts. Les Congolais qui sont à l'extérieur peuvent amener un œil nouveau, des sons nouveaux, une nouvelle expertise. Ceux qui sont à l'intérieur connaissent le terrain, ils ont la maîtrise du jeu, et ensemble, on peut combiner, on peut faire des choses. La preuve en est que jusqu'à maintenant, ça a toujours été comme ça. Quand l'équipe de Diables Rouges est appelée, que ce soit en matière de football, de handball, de basketball, de karaté, dans tous les types de sports collectifs et individuels d'ailleurs, eh bien, on fait appel à tous les Congolais. Et les Congolais de la diaspora qui vont au pays, à tous les niveaux, jusqu'au niveau des Diables Rouges, jouer. Pourquoi quand on a besoin d'eux, on leur fait appel? À ce moment-là, on considère qu'ils sont des Congolais. Et quand il faut occuper des postes de responsabilité au niveau de la fédération de football, non, on les exclut. Non, c'est pas bon. C'est un problème hautement politique. Donc, le ministère de la Jeunesse et des Sports, je pense que c'est comme ça. Je venais de suivre encore sur Télé Congo une allocution qui a été prononcée par Hugues, son Excellence, le ministre Hugues Ngolendere, à l'occasion, parce que je pense que après-demain, le 31 juillet, c'est la journée nationale du sport au Congo. Eh bien, son Excellence peut réunir les cadres de la Fédération congolaise de football pour dire que on va mettre fin à cette crise. On va changer cet article-là pour permettre à tous les Congolais, qu'ils soient résidents au Congo ou à la diaspora, qu'ils ont le droit de pouvoir accéder à tout poste de responsabilité. Vous voulez dire que le ministre a annoncé ça? C'est ce qu'a annoncé le ministre, ou vous souhaitez qu'il annonce ça, M. Ndian? Non. Il a fait un discours là, il n'en a pas parlé, mais moi je lance sur les antennes de Radio Bakambi, et demain il écoutera ça, puisque le 31 juillet, c'est la journée nationale du sport au Congo. Quand il va suivre cette émission, il saura que en Europe, Radio Bakambi a organisé une émission au cours de laquelle il a été proposé qu'il puisse intervenir dans cette affaire-là, qu'il puisse appeler les responsables de la Fédération congolaise de football, s'asseoir autour d'une table et changer cet article qui divise le Congo. Alors, il faut savoir que le sport unit les peuples, unit les individus, les citoyens. Il ne faut pas que le sport, aujourd'hui, puisse faire une fonction contraire. C'est pas possible. Et c'est quel type de sport, s'il vous plaît, M. Cayus? C'est le sport roi qu'on appelle le football. Donc voilà pourquoi moi j'attire l'attention des autorités politiques congolaises, notamment ministérielles, que c'est mieux que l'on puisse tirer les oreilles de la Fédération congolaise de football pour modifier cet article-là, afin de permettre à tous les Congolais de la diaspora, qui sont en Europe, aux États-Unis, qui sont en Asie, qui sont en Afrique, partout, et ceux qui sont au Congo, le seul critère ou les seuls critères qui doivent permettre d'accéder au poste de responsabilité au niveau de la FECOFOOT, il faut que ce soit des critères de compétences. Des compétences managériales,
les gens qui ont des diplômes, des gens qui ont appris, des gens qui savent manager une équipe de football, des gens qui ont appris le sport, voilà, qui ont appris le sport, qui savent mettre en place une politique pour dynamiser le sport au Congo, et non des gens qui sont là alors que le résultat est mauvais. D'accord. Vous savez qu'on parle beaucoup de diplômes, mais vous savez qu'il y a des joueurs qui jouent sans diplôme, mais qui sont des grands joueurs. Alors, Monsieur Koné, c'est vrai. Monsieur Koné, vous avez, je vous ai posé une question, c'était il y a quelques jours, je voulais avoir de votre part votre expérience. La Guinée, en fait, le Mali, excusez-moi, ne permettait pas aux Maliens de l'étranger de voter, la diaspora. Là, le président Goïta et le Premier ministre Choguel sont en train de préparer une nouvelle monture de leur constitution. Qu'est-ce qu'il en est pour la diaspora? Monsieur Koné? Il y a un enfant, il pleure, c'est pas chez lui? Non, je pense que c'est plutôt... Allô, monsieur Caïs? Oui, monsieur Koné. Je vous posais la question. Oui. Je vous posais la question. Oui. Vous savez que on parlait du Congo. Le Congo n'autorise pas encore, ne permet pas encore à la diaspora d'être représentée dans les institutions. Et au Mali, il y a une nouvelle monture de la Constitution qui est en cours d'élaboration. Quels sont les projets pour comment ça se passe pour la diaspora et comment ça se passera dans le futur pour votre diaspora? Bon, quand on parle de la diaspora malienne, c'est une diaspora très structurée parce que nous avons plusieurs organisations associatives qui nous représentent. Donc, auprès de l'État, auprès de l'État. Auprès de l'État, exactement, comme le Haut Conseil des Maliens de la diaspora qui est auprès de l'État, c'est une institution qui est là depuis 92, les événements de 92. Donc, la diaspora malienne, elle est structurée, elle est organisée. Donc, comme nous sommes une des rares diasporas, surtout en France ici, très structurée, organisée par rapport à ça. Donc, les diasporas maliennes dans l'ensemble des pays du monde ont demandé à ce que nous puissions intégrer des fonctions, puisqu'il puisse y avoir, par exemple, un député de la diaspora malienne, qu'on puisse avoir aussi des conseillers au niveau du Haut Conseil des collectivités et qu'on puisse avoir énormément de représentants au sein du gouvernement en quelque sorte. Donc l'État malien est en train de voir parce que nous avons un apport énorme. Nous contribuons à hauteur de plus de 6% du PIB. Donc là, les préoccupations de la diaspora malienne, elle est prise en compte depuis de très nombreuses années. Donc, je pense qu'avec la nouvelle révision de la constitution malienne, donc, une place prépondérante est accordée à la diaspora malienne parce que l'État malien a estimé dans son ensemble que ce qu'apporte cette diaspora malienne, elle est plus énorme que l'aide au développement. Donc, nous sommes pratiquement nous sommes dans beaucoup de structures, donc l'État a envie d'amplifier ça davantage et surtout qu'on puisse avoir un député de la diaspora malienne qui puisse représenter. Il y a aujourd'hui un ministère des Maliens de l'extérieur, tout ça, donc on est en train d'amplifier, ils sont dans ce mécanisme d'amplification pour pouvoir donner plus de chance à la diaspora aussi, parce que la diaspora c'est une chance, comme quand je vous écoutais tout à l'heure par rapport à ce qui se passe au Congo, c'est vraiment discriminatoire ce qui se passe, parce qu'une diaspora c'est toujours une valeur ajoutée. C'est ce que j'ai toujours dit, une diaspora, donc nous qui sommes là, qu'on soit de double nationalité ou pas, si nous avons un pays d'origine, donc c'est normal quand on va dans ce pays-là, c'est tout à fait légitime qu'on puisse apporter une expérience qui est différente de ces pays d'origine en réalité. Donc une diaspora, c'est toujours une valeur ajoutée, que c'est pas que le Mali, le Congo ou d'autres pays, qu'on puisse considérer nos diasporas, qu'on puisse vraiment les écouter parce qu'ils ont un savoir-faire. Comme chacun de nous, nous vivons dans les pays occidentaux, nous avons des expertises dans chacun dans des domaines différents. Donc une diaspora, c'est toujours une ressource de plus. Donc le Mali est dans cette dynamique. Je pense que c'est important dans tous les pays africains qu'on considère nos diasporas, qu'on ne les considère pas seulement comme un apport financier, qu'on puisse aussi les considérer comme des gens qui peuvent créer, qui peuvent aussi être un appui énorme pour la citoyenneté d'un pays, quoi. Donc, la diaspora malienne, franchement, leur préoccupation est prise en considération bien avant la transition. Il y a toujours cette dynamique qui est là. Donc, avec la transition, il l'amplifie davantage, quoi. Donc, je pense qu'on est au cœur de cette nouvelle révision de la Constitution parce qu'il peut donner plus de pouvoir à ceux qui, parce que chaque diaspora est considéré comme un ambassadeur de son pays. Que vous soyez en Angleterre, que M. Gaino ou M. Dior soit là, donc chacun, on véhicule en nous l'image de notre pays. Donc c'est important qu'on puisse considérer cette diaspora qui a décidé d'aller à la recherche d'un monde meilleur, parce que quand nous avons quelque chose, des sous, tout ça, la première des pensées, c'est d'abord au pays d'origine. Donc c'est normal
Et c'est légitime que cette diaspora, on puisse les considérer, on puisse les valoriser, on puisse l'associer, surtout dans le développement, qu'elle soit économique, qu'elle soit sportive. Surtout sur le plan sportif, ils ont énormément de choses à prouver, quoi. Donc, je pense que le Mali est dans cette dynamique aujourd'hui par rapport à la révision de la Constitution. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Il y a d'autres pays comme le Sénégal qui ont avancé, qui ont donné des députés, des sénateurs. Allô? Oui, je disais qu'il y a d'autres pays qui ont donné des sénateurs et des députés. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous apportez aussi une autre touche. Monsieur Gaïno, Monsieur Ndian, nous allons conclure sur le Congo et conclure notre émission aujourd'hui, qui est notre dernière émission de la saison. Nous nous retrouverons début septembre. Monsieur Ndian, vous qui avez, pour terminer vite fait, vous qui avez le PCT en charge, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passera du côté de Mouyondi, où tout le monde retient son souffle? Mais écoutez, avant de répondre à votre question sur Mouyondi, c'est le deuxième tour, hein? Oui. C'est le deuxième tour, donc nous pensons, comme tout parti politique, nous souhaitons que notre candidate, la camarade Lydia Mikolo, puisse gagner. Hein. Ça, c'est un souhait. Maintenant, le dernier mot revient au souverain primaire, qui est le peuple, dimanche, dans les urnes, qui va répondre à cette question. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en 1-2 minutes sur ce que venait de dire M. Koné tout à l'heure. Il a parfaitement raison. Et chez nous, il faut savoir que ce problème se pose aussi. Et nous avons, c'est en cela que j'admire beaucoup notre Premier ministre, son Excellence le ministre Anatole Koleye-Makosso, qui, non seulement dans sa politique, dans son discours de politique générale, l'avait promis, mais son premier voyage, quand il a fait son voyage ici en France, l'un de ses voyages, en été dernier, il a fait 4 mois, et quand il a fait son voyage ici, là, et il en a parlé. C'est-à-dire que il a répondu à la question concernant l'apport de la diaspora. Non seulement son apport économique et financier, mais également son apport aussi juridique, parce qu'en tant que citoyen congolais résidant à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais voté. Le problème a été posé, il a répondu clairement là-dessus que il y a beaucoup d'associations, il y a des collectifs d'associations, il y a beaucoup d'associations qui ont fait du travail là-dessus, qui ont fait des travaux là-dessus, qui ont fait des propositions, et ils continuent à recevoir les nombreuses propositions qui sont faites par les ONG congolaises de la diaspora, les associations de la diaspora, non seulement en France, mais également dans toute la diaspora, aux États-Unis, en Asie, en Amérique, partout. Et ça atterrit sur son bureau, d'une part. D'autre part, chez nous, nous le savons déjà, nous avons un ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger qui est dirigé par son Excellence, M. Jean-Claude Ngakosso, qui s'occupe également de ces problématiques-là. Donc, je suis convaincu qu'avec le dynamisme, le son nouveau qu'apporte son Excellence, M. Emmanuel et M. Anatole Koleye-Makosso, d'ici la fin de son mandat, je pense qu'une proposition sera faite pour qu'il puisse, à l'image du Sénégal, à l'image du Mali, à l'image du Maroc, à l'image de l'Algérie, qu'on puisse aussi avoir un collectif des Congolais de l'étranger qui seront donc les représentants des Congolais de l'étranger qui peuvent siéger soit au niveau du Sénat, soit au niveau de l'Assemblée nationale. Bien sûr, sans élection, c'est compliqué, mais dans un premier temps, moi je propose comme ça, dans un premier temps, on peut prendre les représentants des grandes couches de la nation, des grands partis politiques qui sont au pays qui sont représentés ici, et des grandes ONG, des grandes associations congolaises, pour avoir quelques représentants. Et après, lorsque toute la logistique sera mise en place, on pourra procéder aux élections pour permettre à ce que, peut-être pas ce mandat, mais le mandat à venir là-bas, que les Congolais de l'étranger puissent également participer aux élections, non seulement présidentielles, mais également législatives et locales, telles que ça se passe maintenant là. Mais pour dimanche, je souhaite victoire à la camarade Lydia Mikolo. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Kaino, M. Koné, pour terminer notre émission d'aujourd'hui, qui est la dernière, et qui nous laissera nous reposer, et puis nous reviendrons le 5 septembre en forme, avec plus, comme on dit, le tonus. M. Koné, M. Gaino, pour conclure. Avec quel modèle? Je voudrais tout simplement remercier nos auditeurs qui nous ont écoutés durant toutes ces émissions. Et je les encourage à continuer à nous suivre. Et aussi, bien sûr, que le mot va
Ce mot-là va à l'endroit de mes co-débatteurs qui sont excellents et qui apportent leur analyse, et aussi bien sûr à M. Caius, qui est l'animateur de cette radio. Je pense que les auditeurs ne peuvent pas se plaindre puisque vraiment tous les sujets, nous les avons abordés avec beaucoup de sincérité, en faisant des analyses qui sont à la hauteur de nos connaissances. Et j'espère que nous ne vous avons pas déçus et que nous continuerons à travailler dans ce sens-là pour apporter, pour éclairer votre opinion aussi et pour aussi parler un peu de tout ce qui se passe dans le monde. Ça peut pousser les uns et les autres à prendre conscience que rien ne peut venir comme ça. Il faut réfléchir, il faut travailler, il faut se battre. Et nous avons besoin de ce combat pour libérer l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être indépendante, de produire ce qu'elle doit manger, de se former sur place. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Et je pense que ce travail-là nous revient. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Merci beaucoup, M. Gaïno. À la prochaine. Merci beaucoup. M. Koné. Oui, M. Caïs, merci à vous. C'est vraiment émouvant ce qu'a dit M. Gaïno. Donc, je tiens personnellement à lui remercier, à remercier M. Ndio aussi. Donc, surtout vous, M. Caïs, et la radio Bakambe et l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. C'est vraiment un honneur, un plaisir pour moi d'être là, de partager entre nous ce moment d'analyse, de débat intellectuel sincère, véridique aussi. Donc, j'ai appris avec vous, j'ai appris à côté de nos panélistes. Et je tiens vraiment à vous remercier de nous donner la chance d'être sur vos plateaux, de nous exprimer chaque fois qu'il le faut pour être de façon limpide, le plus sincère possible. Nos analyses, tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas pour ou contre qui que ce soit. Nous essayons de faire une analyse objective qui répond aux exigences du continent. Donc, je pense que nous sommes dans cette logique en réalité. Donc, nous remercions tout le monde, ceux qui nous ont écoutés, comme l'a dit monsieur mon collègue Gaïno, monsieur Gaïno, c'est important de nous écouter, c'est important de partager parce que tout ce que nous le faisons de façon sincère, de façon désintéressée, parce que nous sommes des citoyens en action. Donc, nous demandons que chaque Africain, chaque citoyen du monde soit un citoyen en action. Un citoyen en action, c'est un citoyen qui est déterminé à apporter sa pierre à la contribution, pas nationale, mais continentale. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Tout à fait. Et monsieur Caius, oui. Juste un mot. Je souhaite pour l'année prochaine, non seulement de bonnes vacances à tous les auditeurs, auditrices et à mes copanélistes, mais que Radio Bakambi soit une radio perfectionniste et soit une radio d'avant-garde et soit une radio qui apporte toujours de la valeur ajoutée, c'est-à-dire force de proposition. Voilà. Merci beaucoup. Okay. En tout cas, ça a été une très belle année. Monsieur Koné nous a rejoint. C'est une très belle année. L'année prochaine, enfin, en septembre, nous aurons aussi de nouvelles personnalités, mais entre nouvelles émissions, une nouvelle grille. Mais je compte sur vous pour que vous soyez toujours fidèles parce que désormais, vous savez que votre voix fait partie du paysage africain. Comme vous l'avez dit tous, hein, notre radio n'a que pour seul but de faire avancer l'Afrique, de faire avancer les idées. Parfois, on ne plaît pas, parfois, on déçoit, parfois, on se trompe. Mais notre idée, c'est de apporter la pierre, comme dit M. Ndian, de proposer, d'analyser, de critiquer là où il faut critiquer, mais surtout de proposer et de faire que l'Afrique sorte toujours et toujours gagnant. Chers auditeurs, mes chers panélistes, en tout cas, merci beaucoup. À très bientôt, à la rentrée. Entre-temps, nous travaillerons sur la formule nouvelle pour notre émission. Passez de très bonnes vacances. À très bientôt, M. Koné. À très bientôt, M. Gaïno. À très bientôt, M. Ndian. Bonnes vacances. Merci. 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 Au revoir à tous. Merci.